Voyez-vous un lien entre ce dont parle Donald Trump, en particulier à propos de l'Iran, d'Israël et des élections de mi-mandat aux États-Unis? Il y avait de l'inquiétude et de l'anxiété parmi les intermédiaires de Netanyahou aux États-Unis, au sein du lobby pro-israélien et dans le cercle personnel de Netanyahou, quant à la fiabilité de Donald Trump après sa rencontre avec Mohammed Ben Salman, le prince héritier saoudien. Il y avait pris plusieurs engagements, notamment la livraison de F-35 à l'Arabie saoudite. Et il y avait aussi la question du pur pot de vin offert à Donald Trump par les membres de la famille royale saoudienne via leurs fonds souverains et cette plateforme d'échange de crypto-monnaies que les fils Trump ont créée, appelée World Liberty Financial, qui est en réalité un forum de corruption légalisé. Il craignait également que Donald Trump ne se rapproche trop du Qatar, qui héberge la direction politique du Hamas. Donald Trump a accepté des centaines de millions, voire des milliards de dollars de pots de vin de facto de leur part également. Ainsi, Netanyahou est entré dans cette réunion déterminé à obtenir une démonstration de loyauté de la part de Trump, que Trump le reconnaisse essentiellement comme son véritable patron. Et c'est ce qui s'est produit. Je pense que cela a été lié aux élections de mi-mandat à venir et au besoin de Donald Trump de financer ces élections, ainsi que de financer, je ne sais même plus si on peut encore parler de MAGA ou ce que MAGA signifie aujourd'hui, mais des candidats alignés sur Trump. Une grande partie de ce financement provient des cercles likoudniks, de milliardaires likoudniks liés à Benjamin Netanyahou. C'est vraiment de cela que parlait la rhétorique de Trump. Mais l'Iran a démontré qu'il pouvait dissuader Israël et infliger des dégâts considérables lors de la dernière guerre de 12 jours. Les États-Unis ont non seulement souffert à cause de la quantité d'armement et de ressources militaires qu'ils ont dû déployer pour défendre Israël, mais Trump a également été affaibli au sein de sa propre base et même parmi certains de ses plus proches alliés, dont Feu Charlie Kirk, qui se trouvait à la Maison-Blanche et suppliait littéralement Trump de ne pas s'impliquer. Je pense donc qu'il sera plus difficile de s'engager dans un nouveau conflit. Ce qui se passe actuellement avec les manifestations est quelque chose qu'Israël cherche à instrumentaliser afin d'affaiblir l'Iran et de démontrer à Trump que le gouvernement iranien, le système de la République islamique, est en réalité fragile. Ils font tout leur possible pour exploiter les protestations économiques et préparer le terrain à une opération conjointe américano-israélienne. En réalité, comme tu le sais, je suis en Iran. Et si tu regardes les médias, les grands médias, même les médias alternatifs, ils parlent d'énormes manifestations ici, de gens qui descendent dans la rue. Il y a bien quelques protestations locales, peut-être 50, 60, 80 personnes qui se rassemblent, tu vois, pour faire valoir que l'économie ne va pas bien et qu'il y a de l'inflation. Mais rien de très important, rien à voir avec la façon dont ils essaient de présenter la situation en Iran. Qu'en penses-tu? As-tu vu certaines des manifestations? J'ai rien vu. Iskali Tasithi. Penses-tu que les partisans de la République islamique sont nerveux à propos des manifestations? Sont-elles purement d'ordre économique ou ont-elles aussi une dimension idéologique? Ils sont totalement libres. Ils n'essaient même pas de les empêcher de manifester. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Demandez ce que vous voulez. Eh bien, j'ai parlé à 2 Américains qui ont récemment visité l'Iran et sont partis avant le déclenchement des manifestations, et ils m'ont décrit une crise inflationniste. Mais j'avais déjà constaté cela lorsque j'y étais en mai. Des Iraniens
des professionnels de la classe moyenne, m'ont dit qu'ils travaillaient énormément, mais que la monnaie perdait de plus en plus de valeur, si bien qu'ils ne pouvaient pas acheter de voitures neuves et ne voyaient pas vraiment les fruits de tout leur travail. L'un d'eux m'a dit « Je me sens comme un raté. C'est tellement démoralisant. C'est une mère d'un jeune enfant, une personne extrêmement compétente qui gagnerait un salaire à 6 chiffres aux États-Unis compte tenu de ses compétences. Et c'est bien là tout le problème. » Les personnes à qui j'ai parlé ne blâmaient pas le système de la République islamique, mais c'était parce qu'elles soutenaient la position globalement contre-hégémonique de la République sur la scène mondiale. Elles en étaient fières et soutenaient la Palestine. Il y a aussi d'autres personnes, même dans le camp réformiste, qui se demandent pourquoi l'Iran soutient la Palestine, compte tenu de la pression économique, des sanctions et des dangers auxquels il fait face en raison de sa proximité avec Israël. Ce genre de personnes, qui ont une éducation politique plus limitée et se préoccupent surtout de leur statut de classe moyenne, je pense que ce sont elles qu'Israël et son appareil de propagande cherchent à convaincre et à instrumentaliser. Are trying to persuade and weaponize. And so far, I'm not seeing that happening, especially. Et jusqu'à présent, je ne vois pas ça se produire, surtout après toutes les pertes civiles subies pendant la guerre de 12 jours. Je pense qu'il y a une plus grande conscience politique parmi les Iraniens, même au sein de la classe moyenne iranienne, quant aux enjeux. C'est une crise presque entièrement provoquée par les sanctions, et je ne pense pas qu'il puisse y avoir de débat à ce sujet. Je suis sûr qu'il y a une mauvaise gestion dans l'économie iranienne. Il y a aussi une mauvaise gestion massive dans la nôtre. Je sais que le dernier gouverneur de la Banque centrale a été remplacé et maintenant il parle de remplacer l'actuel. Mais la Banque centrale dispose d'environ 250 milliards de dollars de réserves. En réalité, elle n'y a pas accès. C'est bien ce qui figure dans les réserves, mais elle ne peut pas les utiliser car ces fonds sont détenus dans le cadre de la finance internationale et les sanctions empêchent la Banque centrale d'accéder à cette liquidité, ce qui a provoqué une crise inflationniste, et c'est voulu. Si l'on écoute les idéologues néoconservateurs de Washington, par exemple à la Foundation for the Defense of Democracies, Mark Dubowitz et d'autres personnages du même genre, qui sont en fait des relais du renseignement israélien, ils se vantent d'avoir provoqué une crise inflationniste en Iran. J'ai lu un livre écrit par l'un des architectes des sanctions contre l'Iran, Richard Nephew, qui a travaillé dans des administrations démocrates. Son livre s'intitule The Art of Sanctions. Et il s'est même vanté dans son livre d'avoir limité la quantité de poulet disponible pour les Iraniens pendant le Nowruz. Ils sont donc très ouverts à ce sujet. Rudy Giuliani, un proche allié de Trump, a prononcé un discours devant les membres de l'OMP, la secte du changement de régime dirigée par Maryam Rajavi. Je crois qu'il était à Paris, et il a dit « Les Iraniens vendent leurs organes dans la rue. C'est formidable. Les sanctions fonctionnent. » Donc, je pense que, dans la mesure où cela est causé par les sanctions et que les Iraniens en sont conscients, les manifestations resteront localisées, internes, et se concentreront principalement sur les questions économiques. Et il sera difficile de les transformer en une sorte de révolution colorée, femmes, vie, liberté, où des masses de jeunes descendent dans la rue pour réclamer la chute de la République islamique. Mais un autre point que je pense n'a pas été suffisamment souligné est que lorsque la guerre de 12 jours contre l'Iran a été lancée par Israël, l'arme la plus dangereuse de l'arsenal israélien étaient les cellules du Mossad qu'ils avaient recrutées au sein même de la population iranienne. Je sais que beaucoup de ces agents du Mossad étaient des migrants, mais cela a vraiment soulevé des questions sur la violence pendant les manifestations, femmes, vie, liberté, et sur la capacité d'Israël à utiliser même des protestations à base économique
comme moyen d'alimenter le sabotage et la violence par l'infiltration du Mossad. Quelque chose que j'ai remarqué en Iran lorsque j'y étais, c'est que le pays ne donnait pas l'impression d'un État policier. C'est une société chaotique, densément peuplée, et l'appareil sécuritaire ne peut pas tout contrôler, ni surveiller chaque recoin. Donc le sabotage existe, et l'infiltration passe parfois. Mais jusqu'à présent, cela ne s'est pas produit avec ces manifestations. Oui, je pense que ton analyse est juste. Max, tu as mentionné le cas de Charlie Kirk. Et lors du dernier rassemblement de TPUSA, on voit deux forces s'affronter. D'un côté, il y a Tucker Carlson, même aux côtés de Steve Bannon, et de l'autre, Ben Shapiro et ses partisans. Entre les deux, on trouve Megyn Kelly, qui essaie d'être des deux côtés, ce qui n'était plus possible après que Ben Shapiro a déclaré « Tu ne peux pas faire ça. Tu es soit avec nous, soit contre nous. » Mais quand on regarde TPUSA et les questions que ces jeunes posent, au Dr. Carlson, même à Ben Shapiro, penses-tu que le mouvement, le sentiment qui s'est créé autour de TPUSA est en train de s'essouffler? Ou bien vois-tu que même après la tentative d'assassinat de Charlie Kirk, il y a encore des jeunes qui demandent quel est l'intérêt pour les États-Unis de soutenir Israël? Quel est l'intérêt de ces guerres sans fin? Sur quelle question veux-tu que je me concentre? La division, ou bien savoir s'il y a davantage de sentiments anti-guerre au sein de la base conservatrice? La division. Je veux parler de la division, car c'est important, Frank, pour comprendre le comportement de Benjamin Netanyahu. Eh bien, la division ne concerne pas seulement Israël. Israël est l'un des principaux sujets qui divisent les conservateurs, et c'est une fracture générationnelle. Regardez Nikki Haley, ancienne ambassadrice de Trump à l'ONU, ancienne gouverneure de Caroline du Sud, une néoconservatrice totale qui voulait devenir présidente et a été rejetée par la base républicaine. Son message à Israël pendant le génocide de Gaza était en gros « finissez-les ». Et elle a même signé des obusiers israéliens qui allaient être tirés sur des quartiers civils de Gaza. Son fils, quant à lui, est plutôt centré sur le mouvement Groyper, America First, s'oppose à la relation spéciale entre les États-Unis et Israël et veut être une voix pour sa génération. Donc, à bien des égards, c'est une fracture générationnelle et cela signifie que les jeunes ont tendance à être plus anti-guerre en général aux États-Unis. Parce que franchement, qu'est-ce que toutes ces guerres leur ont apporté? Qu'ont-elles produit? Leur statut décline, le niveau de vie aux États-Unis baisse, et pourtant, le budget militaire américain ne cesse d'augmenter. Ils font donc le lien entre tout cela. Lors de la conférence de TPUSA, quand Ben Shapiro a prononcé son discours de 20 minutes, qui était principalement une attaque contre Tucker Carlson et Candace Owens, il parlait en quelque sorte au nom de Donald Trump et de J.D. Vance. Je veux dire, c'était aussi une attaque contre Nick Fuentes. Il attaquait donc Fuentes au nom de J.D. Vance, parce que Fuentes avait appelé l'épouse hindoue de Vance Ajit, ce qui revient à peu près à l'insulter gravement, et il ne cesse de provoquer J.D. Vance. Et J.D. Vance ne peut pas vraiment répondre de manière crédible. Ben Shapiro se positionne donc comme une sorte de porte-voix de l'establishment MAGA. Il est aussi la voix de la classe des donateurs qui influence le comportement de Trump lorsqu'il rencontre Benjamin Netanyahu et lui promet tout. En gros, il lui promet d'attaquer l'Iran. Donc, que Ben Shapiro soit populaire ou non, et il a beaucoup perdu en popularité, il suffit de regarder les chiffres de son podcast, qui sont en baisse. Il continue de parler au nom de forces très puissantes. Et cela montre à quel point la marque America First de Donald Trump a perdu en crédibilité. On a une figure comme Ben Shapiro,
qui était un never Trumper au début du premier mandat de Trump et qui a quitté Breitbart parce qu'ils étaient pro-Trump. Aujourd'hui, il est devenu le porte-étendard de l'establishment trumpiste. Puis il y a des figures comme Tucker Carlson, l'un des premiers avatars de la marque America First, qui a pris la parole à la convention républicaine de 2024, a toujours été très proche de Trump et est un ami intime de J.D. Vance. Et bien qu'il ait parlé à l'AmFest pour TPUSA, il n'est plus vraiment le bienvenu à la Maison-Blanche. Et à bien des égards, il est en quelque sorte perçu comme un ennemi parce qu'il a critiqué Trump sur Israël, sur la guerre avec l'Iran, sur tant de sujets où la base se sent trahie. Et puis il y a Candace Owens, qui je pense est profondément plongée dans les différentes théories autour de la mort de Charlie Kirk. Elles sont utilisées dans la mesure où elle est incapable de fournir des preuves pour la discréditer par des figures comme Ben Shapiro. Et ensuite, Nick Fuentes est un peu dans son coin, attaquant tout le monde. Il a eu cette sorte de prétendue séquence générationnelle qui semblait très coordonnée et planifiée à travers tous les principaux podcasts de droite. Il s'est entretenu avec Tucker, il s'est entretenu avec Candace, il s'est entretenu avec Dave Smith. Il s'est assis avec Red Scare. C'était l'un après l'autre. On avait l'impression qu'une force puissante le poussait à travers cette soi-disant course générationnelle. Et puis, après tout ça, il s'en prend à Candace Owens, se demandant pourquoi elle est en Angleterre pour une chasse aux faisans. Il attaque à nouveau Tucker Carlson après qu'ils se sont soi-disant réconciliés. Et il se moque ouvertement de J.D. Vance. C'est donc en quelque sorte un agent du chaos qui pourrait même ne pas réussir à faire voter les gens pour J.D. Vance. Et ensuite, qu'est-ce que TPUSA aujourd'hui? Après l'assassinat de Charlie Kirk, c'est essentiellement une immense arnaque au profit des dirigeants restants, ces lieutenants, qui demeurent pour la plupart inconnus du grand public américain, n'ont pas son charisme et manquent de sa finesse politique. Et la seule personne reconnaissable du grand public, c'est Erika Kirk, qui a remplacé son mari avec enthousiasme et qui est maintenant la cible, à mon avis très justifiée, de moqueries sur Twitter. On regarde tous ces mèmes, par exemple, une veuve normale en deuil de son mari disparaît de la société pendant des mois. Et puis il y a Erika Kirk, et on montre alors une Madonna de 60 ans dansant autour d'une barre sur scène, ou une femme tirant des feux d'artifice de son derrière. Voilà les mèmes qui se moquent d'Erika Kirk. Et qu'est-ce qu'Erika Kirk faisait sur scène à TPUSA? Elle participait à une discussion amicale avec Nicki Minaj, l'une des figures les plus vulgaires issues du monde du rap commercial, qui donne maintenant l'impression qu'un milliardaire proche de Trump l'a achetée. Et la voilà sur scène, en train de défendre l'assaut militaire de Trump contre le Nigeria, qui est évidemment une manœuvre pour piller le pétrole et les ressources minérales du pays. Et Erika Kirk est juste à côté. Vous savez, j'ai dit ça lors de notre diffusion en direct la semaine dernière sur The Grey Zone. Si quelqu'un me faisait sauter la tête, comme un nazi ukrainien ou un fanatique sioniste me tirait dessus pendant un événement public, ma femme, Anya, ne ferait pas un entretien assis avec un rappeur vulgaire quelques mois plus tard, avec des effets pyrotechniques. J'en suis certain. Elle ne ferait même pas un entretien avec un rappeur minable de SoundCloud. Ça n'arriverait tout simplement pas. Donc c'est pas une personne normale. C'est un individu profondément narcissique et perturbé. Et cela soulève beaucoup de questions sur le mariage dès le départ. Mais cela rebute une grande partie du public, alors que TPUSA est censé être la base de l'opération de mobilisation électorale pour quelqu'un comme J.D. Vance, qui est supposé être assuré d'obtenir l'investiture. Pourtant, J.D. Vance n'est pas assuré, car on le considère trop proche de Tucker Carlson, et l'aile suprémaciste juive du mouvement pro-Trump n'aime en réalité pas J.D. Vance.
il ne leur montre pas assez de déférence. Je pense donc qu'ils ont préparé le terrain pour leur propre ruine électorale, à commencer par les élections de mi-mandat, et que celui qui a assassiné Charlie Kirk, supposons qu'il s'agisse de Tyler Robinson, supposons qu'il s'agissait peut-être d'un furry trans qui pensait que Charlie Kirk était un bigot anti-trans. Cette personne a en réalité éliminé l'une des figures les plus efficaces de la droite. Et maintenant, la droite est en plein désarroi. C'est presque comme l'assassinat d'Yitzhak Rabin, qui a complètement détruit le camp de la paix en Israël. Un assassinat d'ailleurs que la veuve de Rabin a accusé Netanyahou d'avoir encouragé. Souvenez-vous, Netanyahou a dû démentir à 2 reprises les théories selon lesquelles il serait responsable de la mort de Charlie Kirk. Il semble toujours avoir une certaine proximité avec des assassinats historiques. Mais ce fut un coup puissant porté à la droite qui a révélé toutes les divisions sous-jacentes. Max, Netanyahou essaie de se rapprocher à la fois de Chypre, du Sud, et de la Grèce. Penses-tu que c'est une sorte de manœuvre de sa part pour contrer la Turquie? Parce que la partie nord de Chypre est sous le contrôle de la Turquie, la partie sud est sous le contrôle de la Grèce. Et que peut-il faire d'autre? Je ne vois pas une grande importance dans le type de démarche qu'il entreprend, mais quel est l'objectif final à Chypre et en Grèce? C'est bien ça, Israël. That's just it. Israel's Ils ont installé de nombreuses stations d'écoute utilisées par l'unité 8200, la version israélienne de la NSA, sur le territoire grec et autour de celui-ci. Leur vente d'armes à la Grèce progresse à un rythme record. Ils effectuent des survols dans l'espace aérien grec. Je veux dire, le gouvernement grec, qui est très pro-OTAN, prend presque ouvertement parti pour Israël dans son conflit avec la Turquie. Et puis il y a Chypre, qui est en train d'être colonisée par des Israéliens, principalement des Israéliens fortunés. Cette colonisation devient un vecteur d'infiltration du renseignement israélien. Ils achètent énormément de terrain à Chypre. Israël y crée des centres communautaires, et le fait malgré l'opposition locale, mais sans opposition gouvernementale. Là encore, cela va devenir une base pour contrer la Turquie en Méditerranée. Et puis il y a la Syrie, où Israël est déterminé à empêcher la Turquie d'y prendre pied. Il attaque donc constamment le gouvernement syrien, ce qui le met en désaccord avec Trump. Trump semble avoir conclu une sorte d'accord avec MBS lors de leur rencontre, en échange de tout cet argent de corruption, pour défendre le gouvernement d'Ahmed al-Shara en Syrie. Ce que l'Arabie saoudite veut, c'est une présence importante là-bas. Des investissements dans les infrastructures, des investissements dans les infrastructures pétrolières. Et Trump suit leur ligne, pendant qu'Israël résiste. Israël essaie ainsi d'établir un mini-empire qui s'étend de la Méditerranée jusqu'au Bab el-Mandeb et à la mer Rouge, où il a reconnu le Somaliland, et je crois, est devenu le premier pays à le faire officiellement, alors qu'une trentaine de pays ont reconnu un État palestinien. Ils cherchent donc à obtenir un accès à des pays s'étendant sur toute la région. Et ils vont utiliser cet accès pour établir des bases militaires, des centres d'écoute, des survols et devenir une puissance hégémonique régionale. Ce qui pourrait ensuite leur permettre de résister aux États-Unis si ceux-ci tentent de remettre leurs chiens d'attaque en laisse. Netanyahou a annoncé un plan de production militaire nationale de 100 milliards de dollars pour fabriquer des plateformes. Par le passé, les États-Unis ont interdit à Israël de produire son propre avion d'attaque national, car ils voulaient tirer profit de la vente des F-15, F-18 et désormais du F-35. Cet argent retourne dans les poches des dirigeants de Lockheed Martin et d'autres fabricants de ces plateformes de haute technologie.
Mais aujourd'hui, Netanyahou défie ouvertement les États-Unis en déclarant « Vous allez continuer à nous fournir de l'aide et nous allons développer notre programme national ». Les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite disposent de milliers de milliards de dollars, mais les États-Unis ne leur permettraient jamais de faire cela, tout en protégeant leurs puits de pétrole. Israël, lui, s'en affranchit complètement. Il est évident qu'il n'agit pas au nom des États-Unis et qu'il est prêt à aller à l'encontre de leurs intérêts pour s'imposer comme puissance hégémonique régionale. Certains iraient même jusqu'à dire mondiale. Donald Trump est arrivé au pouvoir en janvier 2025 avec deux conflits majeurs et un conflit potentiel. L'Ukraine, la situation en Israël et à Gaza, et le conflit potentiel avec Taïwan. Et maintenant, à la fin de l'année 2025, nous avons un nouveau conflit en Amérique latine, contre le Venezuela. Il regarde les chiffres, il ne réduit pas les conflits, il les multiplie. Alors, quelle importance le Venezuela a-t-il aujourd'hui pour Donald Trump? Oui, il augmente le nombre de conflits et le rythme des attaques américaines contre des pays déjà visés par les États-Unis, la Somalie par exemple. Il y a un nombre record de frappes aériennes américaines sur la Somalie, tandis que Trump appelle à l'expulsion de toutes les personnes d'origine somalienne des États-Unis, y compris des citoyens américains. Le Venezuela est un conflit complexe et à plusieurs niveaux, dans lequel Trump a été entraîné d'abord par son obsession pour l'expulsion massive des Vénézuéliens, qui étaient pour la plupart entrés légalement aux États-Unis grâce au programme TPS. Et pour mettre fin à ce programme, Trump a dû invoquer, c'est le raisonnement de son Joseph Goebbels, Stephen Miller, qui est en quelque sorte son cerveau et la voix de toute la politique d'expulsion et de frontières, que Trump devait déclarer ou justifier légalement que les États-Unis étaient d'une certaine manière en guerre avec le Venezuela afin d'invoquer l'Alien Enemies Act de 1798. Et si les États-Unis étaient en guerre avec le Venezuela, tous ces migrants vénézuéliens seraient considérés comme des ennemis qu'il faudrait expulser. C'est ainsi qu'ils pourraient mettre fin au programme TPS et les expulser légalement. C'est ce que les États-Unis ont fait aux citoyens britanniques présents sur leur territoire en 1798. Alors Stephen Miller est allé voir Trump et lui a dit « Déclarons simplement la guerre au Venezuela et nous pourrons le faire ». Et Trump a répondu « Parfait ». Marco Rubio, le secrétaire d'État et directeur du Conseil de sécurité nationale de Trump, veut attaquer le Venezuela pour des raisons idéologiques. Cela détruirait le moteur économique de la gauche latino-américaine et priverait Cuba d'énergie. Alors, dans l'esprit de Marco Rubio, Cuba commencera à s'effondrer parce que la population ne sera tout simplement plus capable de maintenir un réseau électrique. Il n'y aura plus de pétrole, en oubliant le fait que le Mexique exporte beaucoup de pétrole vers Cuba. Voilà la logique. Et toute cette opération à laquelle Pete Hegseth était impatient de se joindre après le fiasco de Signalgate pour démontrer son succès et sa loyauté envers la mission, s'appelait Opération Lance du Sud. Elle a commencé par de fausses opérations anti-drogue, au cours desquelles de petits bateaux de pêche ont été attaqués par des équipes de Navy SEAL et des drones, tuant tous les hommes à bord, y compris lors de frappes doubles. C'était manifestement une fraude. Ces frappes n'avaient aucune véritable valeur en matière de lutte contre le trafic de drogue. Mais selon Susie Wiles, la chef de cabinet de la Maison-Blanche, dans une interview très révélatrice accordée à Vanity Fair, l'objectif était de continuer à frapper ces bateaux jusqu'à ce que Maduro capitule. Eh bien, ils ont continué à frapper les bateaux.
Maduro n'a pas capitulé. Cela a en réalité provoqué un scandale à Washington, car une vidéo de la frappe en 2 temps a circulé, horrifiant de nombreux sénateurs et membres du Congrès. Hegseth a refusé de publier la vidéo. Maduro reste en place jusqu'en novembre, et il commence à déplacer les frappes vers le Pacifique oriental, où se déroule un véritable trafic de drogue. Le Venezuela n'est pas vraiment le principal point d'origine des drogues à destination des États-Unis. Et j'ai moi-même fait une petite analyse hier pour savoir quand la dernière frappe au large des côtes vénézuéliennes avait eu lieu. C'était en réalité le 20 novembre, il y a plus d'1 mois, ce qui signifie que la première phase de l'opération Southern Spear est désormais terminée et qu'ils ont abandonné toute justification anti-drogue pour faire pression sur le Venezuela. Ils sont maintenant passés à la saisie des pétroliers vénézuéliens. Trump a annoncé une 40aine des pétroliers vénézuéliens afin d'étrangler l'économie du pays. Ils ont saisi 2 navires, et un autre, appelé Bella One, navigue actuellement vers le nord dans l'Atlantique. Les gardes-côtes ont tenté de monter à bord, mais ont échoué. L'équipage a refusé de les laisser entrer. Ils ont peint un drapeau russe sur le flanc du navire et ont déclaré qu'ils appartenaient à la Russie. Et il semble que les gardes-côtes ne parviendront finalement pas à monter à bord du Bella One, ce qui constitue un épisode stupéfiant d'incompétence et d'échec militaire. PDVSA, la principale compagnie pétrolière du Venezuela, ne modifie aucunement son calendrier d'exportation ou de déchargement du pétrole. Les pétroliers continuent de quitter le Venezuela, comme l'a rapporté Reuters hier. Pendant ce temps, 10% de la marine américaine sont déployés au large des côtes vénézuéliennes, avec davantage de forces spéciales en approche. Que font-ils là? Combien de temps cela peut-il durer? Quel est le but? Où cela mène-t-il? Personne ne le sait. L'opinion publique américaine y est fermement opposée. Le public vénézuélien est contre, quelles que soient ses opinions sur Maduro. Trump n'a pas de stratégie de sortie claire sans perdre la face. Et les médias américains, ils commencent à se rendre compte que Maduro ne va pas partir. Alors, que va-t-il se passer ensuite? C'est la question, je pense, car tout le monde parle des propos erratiques et décousus de Trump, d'abord dans une émission de radio, puis lors de sa rencontre avec Netanyahou, à propos des États-Unis qui auraient frappé un port qu'il a qualifié de centre de déchargement de drogue au Venezuela. Il semblait en réalité faire référence à un incendie dans une usine de fourniture pour le bétail à Maracaibo, appelée Primazol. On dirait qu'il a tout simplement inventé cette histoire. Mais la question que je me pose est la suivante. Dit-il vraiment que les États-Unis ont frappé le Venezuela pour se donner une porte de sortie, de la même manière qu'il s'est offert, ainsi qu'à Israël, une issue à la guerre de 12 jours avec l'Iran, en lançant l'opération Marteau de minuit, où le bombardier B-2 a essentiellement attaqué Fordo, sans réussir à détruire les stocks d'uranium, mais en donnant au moins à Trump la justification pour dire « Très bien, ça suffit, tout le monde arrête de se battre ». Est-ce la tentative de Trump de se dégager d'une situation où il perd la face, où des scandales éclatent chaque semaine, et où ils ne parviennent même pas à arrêter un pétrolier avançant lentement? Je pense que nous connaîtrons la réponse à cela au début de la nouvelle année. En regardant la situation en Ukraine aujourd'hui, nous avons encore travaillé avec Kushner, tout en discutant avec Dmitry de l'autre côté. Vous savez, ces personnes sont pour la plupart liées entre elles, compte tenu de leurs affaires. Mais pensez-vous que l'attitude de l'administration Trump contribue d'une manière ou d'une autre à mettre fin au conflit en Ukraine? Ou est-ce que cela complique d'une certaine manière la situation?
parce que Lavrov ne participe pas activement aux négociations. Les discussions ont lieu entre un groupe de personnes principalement intéressées par les affaires. Alors, quelle importance l'Ukraine a-t-elle pour Donald Trump en ce qui concerne la fin du conflit? Est-ce quelque chose qui compte vraiment pour lui? C'était un argument de vente pour Trump en 2024. C'est en partie pour cela qu'il a été élu. Beaucoup d'Américains en avaient assez de ce conflit. Ils étaient fatigués de voir Zelensky venir à Washington pour demander des dizaines de milliards de dollars pour une guerre qu'il ne pouvait pas gagner, gaspillant d'innombrables vies. Trump avait promis de mettre fin au conflit en 24 heures. Mais il est vite apparu qu'une fois de plus, il s'était entouré de figures proches des néoconservateurs, que Keith Kellogg était un partisan de la guerre par procuration qui n'allait pas laisser le conflit se terminer, et que Donald Trump avait perdu le contrôle de son programme. La soi-disant faction Vance au sein de l'administration n'était pas aussi puissante que la faction de Marco Rubio, qui s'est délibérément opposé à un cadre de négociation viable avec les Russes, rendant tout accord avec la Russie impossible. Et puis, il y a le haut commandement militaire. Ils vont tous passer par la porte tournante et aller travailler pour des entreprises d'armement, des fabricants d'armes qui ont énormément profité de la guerre par procuration en Ukraine. Ainsi, Donald Trump a perdu le contrôle de son programme à ce niveau. Je ne pense pas que les Russes croient réellement que les États-Unis soient un médiateur honnête ou fiable. Et comme vous l'avez dit, Lavrov ne participe pas personnellement à ces réunions. Ce sont Dmitriev et d'autres qui agissent davantage sur le plan économique. C'est pourquoi ils se réunissent à Miami. Et pour la Russie, si elle peut obtenir un certain allègement des sanctions à l'avenir, ce sera une victoire pour elle. Mais je pense que, comme pour la Syrie et d'autres conflits récents, la guerre par procuration en Ukraine sera décidée sur le champ de bataille et que ce sera la force militaire brute qui déterminera comment et quand elle se terminera. Une percée à travers Prokhorovsk et les villes fortifiées que l'Ukraine a construites, entraînant les troupes russes dans les zones plus plates, se dirigeant de nouveau vers l'oblast de Kiev, pourrait probablement signifier la fin de l'armée ukrainienne. Et cela montrera que l'Ukraine aurait dû négocier à Istanbul en 2022 et conserver la majeure partie du territoire qu'elle possédait. C'est la direction que cela prend. Et la tragédie, c'est que des dizaines de milliers d'hommes perdront la vie, alors que tout cela aurait dû se terminer il y a des années.